Si je vous demandais comment on cultive les noix de cajou, que répondriez-vous? Préparez-vous à être époustouflé par cette révélation. Les noix de cajou font en fait partie d'un arbre fruitier appelé pomme de cajou. La noix elle-même est également enfermée dans une coquille, mais il y a une raison pour laquelle elle est retirée de cette coquille avant d'arriver dans votre supermarché local. Si vous voulez découvrir le sombre secret que cachent les noix de cajou, ainsi qu'une foule d'autres anecdotes époustouflantes, restez dans les parages pour cet épisode de l'ultime émission d'information. Pourquoi ne peut-on pas apporter de liquide dans un avion? Imaginez la situation. Vous entendez le dernier appel d'embarquement et vous vous précipitez pour prendre votre vol lorsque vous êtes soudainement confronté à un mur de briques. Un homme en uniforme. Après un moment de panique, il vous montre la bouteille d'eau dans votre sac et vous indique le panneau interdit au liquide. Nous sommes tous passés par là, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous deviez jeter votre bouteille à la porte? La règle du 3-1-1 a été mise en place par l'administration de la sécurité des transports en 2006. Elle stipule que toute personne embarquant dans un avion peut transporter 100,5 ml de liquide par récipient dans un sac d'1 litre, avec un seul sac en plastique transparent par passager. Selon Steve Ersem, ancien directeur adjoint de la division communautaire du renseignement humain de la CIA, cette règle est une réponse directe à l'opération eau verte. Il s'agissait d'un terme utilisé pour décrire un effort de collaboration visant à déjouer le complot d'Abdullah Ahmed Ali, un citoyen britannique qui avait des liens connus avec des personnes plutôt louches. Lorsque les sacs d'Ali ont été secrètement fouillés après son retour au Royaume-Uni, les agents ont trouvé une boisson gazeuse orange en poudre et un grand nombre de piles dans sa valise. Une surveillance plus poussée a révélé que lui et ses co-conspirateurs auraient travaillé dans un laboratoire de fabrication de bombes où ils avaient percé des trous dans des bouteilles de boissons gazeuses afin de les remplir d'un explosif liquide à base de peroxyde d'hydrogène, tout en ayant l'air de ne pas être ouvertes. Les hommes prévoyaient d'utiliser les bombes dans les 7 avions partant de Londres et se dirigeant vers l'Amérique du Nord. Mais heureusement, ils ont été arrêtés avant de pouvoir passer à l'acte. Selon la TSA, le fait de limiter les contenants à un sac de la taille d'un quart de litre permet d'éviter ce que l'on appelle le diamètre critique, c'est-à-dire la quantité maximale nécessaire pour faire exploser quelque chose. Si vous voulez vraiment que l'eau passe la sécurité, il suffit de la congeler. Étonnamment, la TSA autorise les liquides à bord tant qu'ils sont congelés, ou vous pouvez simplement la boire avant d'embarquer. Arrêtez-vous là! Je ne suis peut-être pas de la TSA, mais je suis de l'ATDF, agence truc de fou. Et je suis ici pour vous dire de ne pas aller plus loin avant d'avoir appuyé sur les boutons j'aime et s'abonner, c'est clair? Oh, et n'oubliez pas non plus l'icône de la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus étonnants. Vous avez terminé? Vous êtes libre de partir. Qui était le premier voyeur? Un voyeur est une personne qui éprouve un certain plaisir à observer d'autres personnes alors qu'elles ne devraient pas l'être. Mais qui est le tome original derrière cette expression séculaire? Pour le savoir, remontons jusqu'au XIe siècle et examinons une légende emblématique concernant une noble anglo-saxonne du nom de Lady Godiva. L'histoire raconte que Lady Godiva était mariée à un abruti du nom de Léofric, comte de Mercie, qui avait imposé des taxes assez lourdes aux habitants de la ville. Lorsque Lady Godiva a décidé de demander à son mari de baisser les impôts au nom du peuple, il a plaisanté en disant qu'il ne le ferait que si elle acceptait de se promener nue dans les rues de Coventry. Connaissant la nature chaste de sa femme, il ne s'attendait pas à ce qu'elle passe vraiment à l'acte. Mais Lady Godiva était très respectée par les habitants de la ville, qui acceptèrent à l'unanimité de fermer leurs portes et fenêtres pendant qu'elle chevauchait paisiblement ses longues mèches couvrant ses parties les plus intimes. Cette version historique a perduré jusque dans les années 1700, lorsque certaines versions ont commencé à mentionner un homme appelé Peeping Tom. Apparemment, ce voyeur n'a pas pu s'empêcher d'apercevoir Lady Godiva toute nue, alors il a percé un trou dans ses volets pour l'observer, mais il en a payé le prix fort. Certains disent qu'il a été littéralement aveuglé par sa beauté, tandis que d'autres disent qu'il a été tué peu après. On ne sait pas si cela s'est réellement produit ou s'il s'agit simplement d'une œuvre de fiction, comme le suggèrent la plupart des historiens. Mais que cela serve de leçon, personne n'aime les voyeurs. La tarte aux pommes n'est pas si américaine que ça. Vous avez probablement déjà entendu l'expression aussi américain qu'une tarte aux pommes. Mais sachez que la tarte aux pommes est aussi peu américaine que possible. Ni les pommes, ni la tarte elle-même ne viennent d'Amérique. Mais elle est pourtant devenue un symbole persistant de l'américanisme. Il est difficile de dire quelles variétés de pommes sont arrivées en premier en Amérique, car il y en a tellement. De plus, les pommiers se pollinisent facilement, ce qui signifie que la production de nouvelles variétés de pommes est assez facile. Mais dès les années 1800, les agriculteurs américains cultivaient déjà 14 000 variétés de pommes.
Les premières variétés étaient destinées au cidre, ce qui signifie qu'elles étaient trop acides pour être mangées. Mais à peu près à la même époque, John Chapman, autrement connu sous le nom de Johnny Appleseed, un homme dont on dit qu'il a traversé les États-Unis à pied pour planter des pommiers, a rendu la pomme célèbre dans le folklore américain. Et au 19e siècle, les Américains, par association, avaient fait de la pomme leur propriété. Mais la tarte aux pommes est loin d'être une invention américaine. En fait, la première recette enregistrée pour ce plat a été rédigée en 1381 en Angleterre. Mais elle comportait également des figues, des raisins secs et des poires, et pas seulement des pommes. Il est un peu plus difficile de savoir d'où vient l'expression elle-même. En 1924, une publicité dans le Gettysburg Times a fait la promotion de nouveaux costumes Lest, qui sont aussi américains que la tarte aux pommes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'expression est restée. Les soldats américains disaient même aux journalistes qu'ils se battaient pour maman et leur tarte aux pommes. Non. Il semble que la tarte aux pommes traditionnelle soit un cas classique d'idées reçues, et il existe en fait des tonnes de choses emblématiques qui ne sont pas réellement américaines, notamment les hot dogs, les rodéos et même le football américain. Pourriez-vous penser à d'autres idées fausses comme celle-ci? Faites-moi part de vos idées reçues erronées favorites dans les commentaires ci-dessous, et je pourrais même mentionner certaines de mes préférées. Maintenant, où en étions-nous? Y a-t-il une guêpe morte dans chaque figue? Vous avez peut-être entendu cette rumeur circuler pendant la saison des figues, mais ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air. En effet, les figues ne sont pas techniquement des fruits, mais plutôt des fleurs inversées. Comme nous le savons tous, les fleurs ont besoin d'être pollinisées pour pouvoir se reproduire. Et c'est là que la guêpe des figues entre en jeu. La relation qui s'est développée entre la figue et la guêpe est appelée mutualisme, car la plante et l'insecte ont besoin l'un de l'autre pour se reproduire. Le vent ou les abeilles ne peuvent pas polliniser les figues femelles comme ils le font pour les autres fleurs, mais la guêpe femelle sait comment pénétrer dans le fruit pour y pondre ses œufs. En se faufilant par une petite ouverture dans la figue appelée ostiole, elle fait le sacrifice ultime. Ses ailes tombent et le passage étroit écrase son abdomen. Lorsqu'elle arrive à l'intérieur, elle apporte du pollen dans les fleurs internes, pond ses œufs dans l'environnement idéal pour sa progéniture, puis meurt d'une mort vaillante. Les guêpes mâles aveugles et incapables de voler éclosent en premier, s'accouplent avec leurs homologues femelles alors qu'elles sont encore à l'intérieur de leur gale, puis creusent un tunnel pour sortir de la figue. Ensuite, les femelles s'envolent, emportant le pollen avec elles et recommençant le cycle. Donc, pour répondre à cette question, oui, il y a au moins une guêpe morte dans chaque figue. Mais n'ayez crainte, lorsque vous mangez des figues, vous ne croquez pas réellement des insectes sacrifiés. Les figues produisent une enzyme spéciale appelée ficine, qui décompose les protéines du corps des guêpes et les réabsorbe dans la plante. D'une certaine manière, je ne sais pas si je me sens mieux avec cette information. Les poissons ont-ils soif? Votre réaction à cette question est probablement « Tu as perdu la tête, mec ?» Mais ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. La réponse dépend de l'eau dans laquelle vit le poisson. Les poissons d'eau douce ne boivent pas beaucoup, du moins pas comme nous. Ces poissons ont une concentration de sel plus élevée dans leur sang et leur tissu corporel que dans l'eau dans laquelle ils nagent. Pour boire, ils absorbent de petites quantités d'eau dans leur corps à travers leur peau et leurs branchies, puis rejettent l'excès d'eau en urinant. Le processus qui leur permet de boire de cette manière sans avoir à se remplir consciemment d'eau comme les humains est connu sous le nom d'osmose. Ils n'absorbent pas beaucoup d'eau par la bouche. S'ils le faisaient, ils risqueraient de diluer excessivement leur sang et de déséquilibrer l'équilibre sel-eau dans leur corps. Mais lorsque les poissons vivent dans l'eau salée, les choses sont inversées, car la concentration de sel dans l'eau dans laquelle ils vivent est plus élevée que la concentration de sel dans leur corps. Dans ce cas, l'osmose fait que l'eau passe dans leur corps à l'eau qui les entoure. Cela signifie qu'ils sont constamment exposés au risque de déshydratation, ce qui est assez ironique étant donné qu'ils vivent littéralement dans l'eau. Pour compenser, ils doivent boire activement de l'eau par la bouche. Ils traitent l'eau et produisent ensuite de petites quantités d'urine salée, tout en sécrétant du sel par le biais de cellules spécialisées dans leurs branchies. Bien qu'ils doivent boire davantage que leurs homologues d'eau douce, les poissons d'eau salée n'ont probablement pas encore de réaction consciente pour chercher et boire de l'eau. La réponse est donc la suivante. Oui, ils ont soif, mais ils ne le savent probablement pas. Les lapins servaient autrefois de test de grossesse. Oui, vous avez bien entendu. Avant que le fidèle bâton à pipi ne détermine votre destin pour les 18 prochaines années, il y avait d'innocents lapins. Si vous aviez déjà entendu quelqu'un utiliser la phrase perplexe « le lapin est mort » pour annoncer sa grossesse dans un film ou une émission de télévision, voici pourquoi. The bad news is, the rabbit died. Ses origines remontent aux années 1920, avec la découverte qu'une femme commence à produire une hormone appelée gonadotrophine chorionique humaine, ou HCG.
peu de temps après que l'ovule fécondé se soit implanté dans une paroi utérine. 7 ans plus tard, des chercheurs ont également découvert que des lapines auxquelles on avait injecté de l'urine contenant de l'HCG présentaient quelques jours plus tard des modifications ovariennes distinctes. C'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle le test du lapin, avec l'idée fausse que la mort des lapins était en quelque sorte un indicateur d'un résultat positif. La vérité est que les lapins mouraient toujours. En effet, la seule façon de détecter de tels changements dans les ovaires des lapins était de les ouvrir et de les examiner, ce qui les tuait inévitablement. Les tests de grossesse modernes sont toujours basés sur la mesure de la quantité d'HCG présent dans l'urine, mais heureusement, ils le font directement aujourd'hui, sans avoir besoin d'un lapin sacrificiel. Le rôle du témoin lors d'un mariage était d'aider à kidnapper la mariée. Il y a quelques centaines de siècles, le rôle du garçon d'honneur ne consistait pas à organiser la meilleure fête, à tenir l'anneau ou à faire un discours contenant le plus de blagues de papa. Son devoir était en fait de servir de renfort armé pour le marié, au cas où il serait contraint d'enlever sa future épouse à ses parents désapprobateurs. En fait, le mot honneur n'impliquait même pas qu'il était le meilleur ami du marié, il signifiait simplement qu'il était le meilleur avec une épée, si une situation se présentait où cela était nécessaire. Cette tradition remonte à une époque où les hommes étaient censés choisir une épouse au sein de leur communauté. S'il n'y avait pas assez de femmes disponibles localement, les célibataires n'avaient pas d'autre choix que de chercher et de capturer une épouse dans une communauté voisine. Cela explique également pourquoi la mariée se tient toujours à la gauche du marié pendant la cérémonie de mariage, car le marié devait garder sa main droite dominante libre pour se défendre. Les fonctions initiales du témoin ont également pris une toute autre nouvelle signification sinistre. Le témoin se tenait à côté du marié jusqu'à ce que les vœux de mariage soient échangés, pour servir de renfort supplémentaire. Après le mariage, il monte également la garde à l'extérieur de la chambre à coucher des jeunes mariés, au cas où quelqu'un déciderait d'attaquer, ou si la mariée décidait de s'enfuir. Tout à coup, tout cela ne semble plus si romantique. Le T-Rex pourrait-il vraiment ne pas vous voir si vous ne bougez pas ? Si vous avez vu Jurassic Park, vous vous souviendrez de cette scène où le T-Rex géant attaque une Jeep pendant un orage et où le paléontologue Dr Alan Grant crie « Ne bouge pas, il ne peut pas vous voir si vous ne bougez pas ». Eh bien, je déteste vous le dire, mais cette affirmation n'est pas exactement vraie. En fait, ce redoutable prédateur pouvait non seulement voir très bien, qu'un objet soit en mouvement ou non, mais il existe également de nombreuses preuves suggérant que sa vue était meilleure que celle des faucons et des aigles d'aujourd'hui. Après la sortie du film en 1993, le professeur Kent Stevens de l'Université de l'Oregon a décidé d'aller au bout des choses. Il a lancé le projet Dinomorph, qui visait à créer des visualisations numériques tangibles d'animaux disparus, dont le T-Rex. Le plus grand paléo-artiste d'Amérique du Nord, Garfield Minot, a fourni à Stevens une sculpture de la tête du T-Rex plus vraie que nature, sur laquelle il avait travaillé. À l'aide de ce modèle, d'un pointeur laser, d'une plaque de verre et de globes oculaires en verre taxidermique, Stevens a réalisé des expériences pour déterminer le champ visuel, la perception et la profondeur et la portée binoculaire du T-Rex. Pour ceux qui ne parlent pas le nerd, la portée binoculaire est en gros la zone qui peut être vue en même temps par les deux yeux. À la fin de ces expériences, Stevens a conclu que la portée binoculaire du T-Rex était de 55 degrés, ce qui est encore plus large que celle d'un faucon. D'après ses conclusions, le T-Rex aurait également eu une clarté visuelle jusqu'à 13 fois supérieure à celle de l'homme moderne. Pour donner un ordre d'idée, un aigle a une clarté visuelle d'environ 3,6 fois supérieure à celle d'une personne. En gros, rester immobile ne vous empêchera pas d'être dévoré tout entier par un T-Rex. La vitesse de ces animaux fait l'objet d'un débat, mais la plupart des scientifiques pensent qu'ils pouvaient atteindre une vitesse maximale de 27 à 40 km/h. Le mieux est donc de monter dans la Jeep et d'y mettre le pied au plancher. Il existe un véritable syndrome des jeux de mots. Nous connaissons tous quelqu'un qui ne peut s'empêcher de faire de terribles jeux de mots dès qu'il en a l'occasion. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il souffre en fait d'un trouble débilitant du jeu de mots appelé Witzelsucht? L'un des premiers cas notés de cette plaisanterie pathologique est apparu dans les circonstances les plus étranges chez le neurologue allemand Ottfried Förster en 1929. Förster opérait un patient de sexe masculin pour lui retirer une tumeur. L'homme était conscient, une pratique courante à l'époque. Et dès que Förster a commencé à manipuler l'excroissance, son patient a soudainement explosé dans une envolée maniaque en racontant calembour après calembour affreuse. La même année, le psychiatre Abraham Bill a rapporté avoir rencontré des patients qui plaisantaient sur tout et n'importe quoi, même lorsqu'ils n'étaient pas sur la table d'opération. Depuis lors, de nombreux autres cas ont été recensés. Curieusement, aucun de ces plaisantins ne semble trouver les autres drôles, alors qu'ils se considèrent eux-mêmes comme absolument hilarants.
Le lien entre les personnes qui souffrent de Witzelsurge semble être une sorte de dommage préalable aux lobes frontaux, qui pourrait être causé par un accident vasculaire cérébral ou une hémorragie cérébrale. Les scientifiques pensent que le réseau de régions entourant les lobes frontaux est responsable du même type de pensée complexe et analytique que celui qui est nécessaire pour comprendre les blagues. Les liaisons cérébrales subies par les personnes atteintes de Witzelsurge semblent désinhiber une partie de la signalisation entre ces lobes frontaux et les centres du plaisir qui nous font rire. Cela signifie qu'ils ne trouvent pas les autres blagues drôles, alors que leurs propres pensées et sentiments peuvent encore déclencher le coup de dopamine qui les fait rire à leur propre jeu de mots. Je pense qu'il est grand temps que je me fasse examiner pour le Witzelsurge. Pourquoi les noix de cajou ne sont-elles pas vendues dans leur coque? Comme nous le savons maintenant, les noix de cajou poussent sur des arbres à l'intérieur d'un fruit. Ça fait beaucoup assimiler, je sais. Techniquement parlant, le fruit de la noix de cajou n'est pas vraiment un fruit, mais plutôt l'extrémité gonflée de la tige juste au-dessus de la noix de cajou. La noix elle-même est en fait une graine à l'intérieur du noyau du fruit qui pousse à partir du bas de la pomme, comme vous pouvez le voir ici. Une fois cette partie enlevée, il reste une coque dure à franchir avant d'atteindre la partie que nous mangeons. Vous n'avez probablement jamais su tout cela, car toutes ces parties supplémentaires ont été retirées avant que les savoureuses noix n'arrivent dans votre bol à goûter. Mais pourquoi ne sont-elles pas vendues dans leur coquille, comme des pistaches? Ce n'est pas seulement pour vous faciliter la tâche. Une autre chose que vous ne savez probablement pas au sujet des anacardiers est qu'ils appartiennent à la même famille que les sumacs vénéneux et sumacs avernis. La plante contient un puissant irritant chimique huileux appelé urushiol, qui peut provoquer des démangeaisons chez des personnes sensibles à ce produit chimique. Ce liquide toxique ne se trouve pas seulement dans les feuilles de la plante, mais aussi entre la coquille et la noix de cajou elle-même. Une fois récoltées, les graines sont grillées à haute température pour détruire l'huile de la coque nocive. C'est également à ce moment-là que les noix passent du gris verdâtre au brun doré que nous connaissons et aimons. Si les noix de cajou étaient vendues dans leur coquille, les gens risqueraient d'ingérer des produits chimiques toxiques en si grande quantité que cela pourrait leur être fatal. Pourquoi les chats se couchent-ils sur le dos lorsqu'ils vous voient? Tout au long de l'histoire, les chats ont été considérés comme des créatures mystiques et ils nous déconcertent encore aujourd'hui. L'un des plus grands mystères parmi leurs nombreux comportements bizarres est la raison pour laquelle ils se couchent sur le dos lorsqu'ils vous voient. Nos amis félins s'expriment tout le temps par le biais du langage corporel, mais leurs signaux sont parfois difficiles à déchiffrer par leur maître. La plupart du temps, se coucher sur le dos est un signe infaillible qu'ils sont à l'aise et heureux en votre présence. Lorsqu'un chat expose son ventre, il se met dans une position vulnérable, ce qui signifie généralement qu'il se sent en sécurité et protégé en votre présence. Selon les experts félins, le fait d'avoir les oreilles pointées vers le haut et orientées vers l'avant en même temps peut signifier qu'il est d'humeur joueuse. Il essaye de vous convaincre qu'il est inoffensif, alors pourquoi ne pas prendre son jouet préféré et essayer d'initier un jeu? Mais la raison pour laquelle votre chat se couche sur le dos peut aussi avoir une signification plus sombre. En fait, certains ont suggéré que cela pourrait même être un signe d'agression. Cela peut également être considéré comme une position défensive, car votre chat pourrait attaquer avec ses 4 griffes. Si ses oreilles sont plaquées contre sa tête, votre toutou est très probablement sur la défensive et prêt à lancer une attaque. Pour en être sûr, vérifiez ses yeux. Si ses pupilles sont dilatées, cela peut être un signe révélateur de son agitation. En bref, assurez-vous de vérifier les signes avant de vous lancer dans un massage du ventre. Pourquoi les insectes ne grossissent-ils pas? Voici une question qui va changer votre vie. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un insecte gros? Et je ne parle pas seulement d'une chenille dodue, mais aussi d'une fourmi souffrant d'obésité morbide ou d'un papillon qui a du mal à se soulever du sol. Il y a une raison pour laquelle on ne voit pas aussi souvent des insectes grassouillés que des personnes dodues. Tout comme les humains, les insectes peuvent être suralimentés. Mais être un insecte obèse a des effets néfastes. Les mâles ne peuvent pas protéger leur territoire car ils sont plus léthargiques que leurs concurrents, ils ont du mal à trouver des partenaires et ils vivent généralement moins longtemps. Mais les insectes vraiment gros sont encore peu nombreux. Bien que les insectes puissent constituer des réserves de graisse, ils ont rarement l'air gros. Cela s'explique par le fait que leur couche extérieure, appelée exosquelette, est une coquille dure et protectrice qui ne grandit pas et ne s'étire pas comme notre peau lorsque nous grossissons. Les insectes ne se débarrassent pas de cette couche lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Si bien que la graisse s'accumule en dessous et exerce une pression à l'intérieur. C'est un peu comme un corset de femme victorienne qui maintient tout en place. Bien que certains insectes puissent sembler gros comme une chenille dodue, cette texture spongieuse et molle n'est que le stockage riche en nutriments dont la larve a besoin pour se transformer en papillon lors de sa métamorphose. Quelqu'un sait où je peux me procurer un exosquelette à temps pour Thanksgiving? Lequel de ces faits étonnants vous a le plus impressionné? Si vous n'en avez pas encore marre de vous remplir la caboche de faits divers, pourquoi ne pas visualiser le reste de la série? Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.